Bienvenue sur Axis of Truth sur JNS et bonne année. Je suis Émilie Schrader et 2026 commence sur les chapeaux de roue avec des manifestations nationales qui éclatent à travers l'Iran et bien sûr la chute du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro. Aujourd'hui, nous allons analyser tout cela avec deux invités spéciaux venus d'Iran, un ex-prisonnier politique et une membre de la communauté juive de Téhéran. Mais d'abord, la police du monde. Voici la question à laquelle personne à gauche ne semble pouvoir répondre. Quand l'Amérique se retire, qui exactement prend sa place maintenant? Beaucoup a déjà été dit sur l'arrestation du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro par le président Trump et nous verrons les détails bientôt. Mais d'abord, clarifions un mensonge fondamental. Une fois de plus, nous entendons la foule socialiste habituelle crier au sujet du droit international, venant de personnes qui n'ont aucune compréhension sérieuse de ce que cela signifie réellement. Des personnalités telles que Mamdani, Alexandria Ocasio-Cortez et A. Kasparian la condamnent. Pas parce que c'était illégal ou immoral, mais parce qu'elles agissent selon une idéologie toxique, tiers-mondiste, qui refuse de reconnaître une vérité fondamentale du monde moderne. Sans que les États-Unis jouent le rôle de principal garant de l'ordre mondial, le monde ne devient pas plus pacifique. Il devient plus violent, plus autoritaire et plus dangereux. Le vide laissé par le retrait américain n'est pas comblé par des nations pacifiques et diverses qui s'occupent de leurs propres affaires, il est comblé par des dictatures comme la Russie, la Chine et la République islamique d'Iran. Nous connaissons déjà ce scénario. Dans les années 1930, États-Unis et Europe ont adopté l'isolationnisme, jugeant la politique de puissance immorale et l'intervention provocatrice. Le résultat n'a pas été la paix, mais Hitler, Staline et la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de millions de morts. Les démocraties ont refusé d'affronter tôt et fermement les monstres. L'histoire n'a pas puni la force américaine, mais son hésitation. Les États-Unis dirigent non par perfection, mais parce que les démocraties occidentales, malgré leurs défauts, offrent de meilleurs résultats pour la vie humaine que l'autoritarisme. Ce n'est pas de l'arrogance morale, c'est un fait prouvé par l'histoire, l'économie et les données sur les droits humains. Il ne s'agit pas d'imposer la démocratie par idéologie, mais d'assurer un équilibre des pouvoirs et de la réelle politique. La puissance américaine limite les pires acteurs et prévient des effusions de sang bien plus graves. À ceux qui critiquent l'usage des impôts, voici un rappel de la réalité. L'aide étrangère représente près de 1% du budget fédéral américain, la plupart revenant à l'économie des États-Unis. Si vous craignez le gaspillage d'argent, observez les prestations sociales, qui représentent 65 à 70% des dépenses fédérales annuelles. Les États-Unis n'ont pas le luxe de l'isolationnisme. Quand l'Amérique prend les devants, les tyrans sont contenus. Quand l'Amérique se retire, les tyrans règnent. L'histoire nous a déjà donné la réponse. Et maintenant, appliquons ce concept à nos gros titres qui, cette semaine, sans surprise, concernent le Venezuela et l'Iran. Commençons donc par résumer la situation au Venezuela. Peu après le Nouvel An, les États-Unis ont agi fermement contre l'une des dictatures les plus brutales de l'hémisphère occidental. Le 3 janvier, les forces américaines ont lancé une opération militaire de précision contre le régime de Maduro au Venezuela, frappant des cibles militaires et sécuritaires clés, y compris une installation liée aux opérations de drones iraniens sur le sol vénézuélien. Ce n'était pas une force déployée au hasard, c'était une action calculée contre un État narcoterroriste socialiste qui a détruit tout un pays. Aujourd'hui, Nicolás Maduro n'est pas un dirigeant légitime. Il a truqué les élections par fraude et intimidation, ordonné aux forces de tirer sur les manifestants et supervisé l'assassinat ou la disparition de milliers de Vénézuéliens. Sous son règne, les opposants politiques ont été torturés, les journalistes ont été réduits au silence et la société civile a été écrasée. Le résultat a été catastrophique. Plus d'un tiers de la population vénézuélienne a été forcée de fuir, faisant de cette situation la deuxième plus grande crise de réfugiés au monde. Après la Syrie, Maduro a fait du Venezuela un refuge pour réseaux criminels et dictatures hostiles. Son régime a aussi été un centre clé pour le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et l'évasion des sanctions. Des centaines de millions, voire des milliards de dollars, ont été blanchis au Venezuela par l'Iran via des banques d'État, des projets énergétiques et des sociétés écrans. Le régime islamique a aussi coopéré militairement avec Maduro, fournissant des drones, de la formation et des installations actives dans l'hémisphère occidental à portée des États-Unis. C'est pourquoi cibler une installation de drones iranienne était important.
Le Venezuela sous Maduro n'était pas juste un État défaillant, mais aussi une base pour les ennemis de l'Amérique. Le président Trump a aidé les États-Unis et le peuple vénézuélien. Écarter Maduro, c'était rendre des comptes, pas une agression. Mais le travail continue. Delcy Rodríguez, la vice-présidente, n'est pas une modérée. Elle est l'une des principales architectes de la répression du régime et une bourreau à part entière. La soutenir serait une grave erreur pour l'administration américaine. Le monde doit soutenir María Corina Machado et le peuple vénézuélien, et non les vestiges d'un régime criminel. Cette opération a montré que les États-Unis ne tolèrent pas les dictatures socialistes exportant la terreur. Blanchir de l'argent pour la République islamique d'Iran et détruire des millions de vies. Leur travail n'est pas fini. Libérer l'Iran, ce qui m'amène à mon histoire suivante. Les Iraniens prouvent encore au monde leur véritable courage. Des dizaines de milliers d'Iraniens ont manifesté à travers le pays la semaine dernière et ce soir, risquant tout pour demander la fin du régime islamique. Ils font face à des tirs à balles réels, des arrestations massives, des passages à tabac et, oui, la mort. Et pourtant, ils ne reculent pas. L'étincelle immédiate a été l'inflation écrasante et l'effondrement économique provoqué par la gestion criminelle du régime. Mais ces manifestations vont bien au-delà du pain ou des prix. Elles couvrent 47 ans de corruption, de répression et d'avenir volé. Une génération n'ayant connu que mensonges, peur et pauvreté dit « ça suffit ». Ce moment se distingue car il a débuté dans le bazar, jadis soutien du régime, où les commerçants ont fermé boutique et rejoint la révolte. Cela a choqué le système et chaque jour davantage de villes rejoignent le mouvement. À ce jour, 108 villes participent. Les slogans scandés dans la rue sont sans équivoque. Mort au dictateur, plus fort que jamais. Un appel inédit depuis des décennies. Retour du prince héritier Reza Pahlavi. Le régime perçoit le danger. Les forces de sécurité ont été massivement déployées, l'Internet coupé et des ambulances utilisées pour transporter des unités de sécurité. Les hôpitaux accueillant des manifestants sont même perquisitionnés par le régime, et pourtant, le peuple refuse de céder. En réponse, Israël a affirmé soutenir le peuple iranien et son droit à la liberté. Le président Trump a publiquement soutenu les manifestants et menacé le régime s'il persistait à tuer son peuple. Va-t-il maintenant agir? Cela reste à voir, mais ces propos sont importants car la République islamique survit par l'isolement et l'abandon. Chaque fois que le monde détourne le regard, le régime tue dans l'ombre. Quand le monde s'exprime, le régime perd confiance, puis le contrôle. Ce n'est pas une vague de protestation, mais un soulèvement national organisé avec un élan et une revendication politique claire. Le peuple iranien ne veut pas de réforme, il veut la fin de la République islamique et la reconquête de son pays. La question maintenant n'est pas de savoir si le peuple iranien est prêt, il a prouvé qu'il l'est. La question est de savoir si le monde va se tenir à ses côtés cette fois-ci ou le trahir à nouveau. Maintenant, pour nous donner un aperçu de la situation actuelle en Iran et de l'état du mouvement de protestation. Navid Mohabi, militante pour la démocratie, experte de l'Iran et ex-prisonnière politique de la République islamique, nous rejoint. Elle a été directrice des politiques à l'Union nationale pour la démocratie en Iran, Union nationale pour la démocratie en Iran, se consacrant à la défense des politiques et à la planification de la transition démocratique en Iran. Elle a aussi été analyste média au département d'État américain et spécialiste communication à la sécurité intérieure. Navid a coécrit les parties sur la politique étrangère et la sécurité du projet Iran Prosperity, mené par le prince héritier Reza Pahlavi, dont nous parlerons bientôt. Il informe régulièrement journalistes et décideurs politiques sur les manifestations en Iran et la sécurité régionale. Merci Navid de nous rejoindre. C'est un plaisir de vous accueillir sur Axis of Truth. Pour commencer, selon ce que vous observez actuellement en Iran, je sais que vous échangez avec de nombreuses personnes sur place. Quelle est l'ampleur de ces manifestations et à quel point sont-elles coordonnées par rapport au soulèvement précédent que nous avons vu? Merci de m'avoir invité, Émilie. Je pense les manifestations ont pris de l'ampleur au cours des 8 derniers jours et malgré les menaces répétées de la République islamique, les gens continuent de sortir avec un courage remarquable. Et nous voyons des manifestants signalés dans plus de 60 villes et certains rapports indiquent même que cela se passe dans plus de 90 villes. Les manifestations continuent. Je pense qu'il est important de ne pas voir ces manifestations de façon isolée. Ce qui se passe en ce moment s'inscrit dans une trajectoire beaucoup plus longue. C'est en fait la 4e fois que les gens descendent dans la rue, la première fois étant en 2017,
puis en 2019-2021 et maintenant. Et vous voyez, à chaque fois, ces manifestations sont devenues plus larges, plus politiques et plus socialement diverses. Ce n'est plus seulement, vous savez, la classe moyenne supérieure, la classe moyenne ou la classe inférieure, tout le monde descend dans la rue. Et je pense que le mouvement pro-démocratie à l'intérieur de l'Iran n'a vraiment jamais disparu. Cela dure depuis presque 8 ans et ça évolue. Et comme vous pouvez le voir, le coût a aussi été énorme au cours des dernières années. Au cours des 8 dernières années, j'estime que plus de 3500 personnes ont perdu la vie. Et alors que les gens descendent à nouveau dans la rue, je pense que l'histoire de ces 8 dernières années est comme une prison dans leur esprit. Et c'est pourquoi nous voyons que les gens sont plus déterminés à venir, à affronter la République islamique une fois de plus. Ce régime, comme nous l'avons vu, utilise des balles réelles, procède à des arrestations massives et tente d'intimider les manifestations. Le niveau de brutalité que nous voyons, est-ce un signe de confiance du régime ou de désespoir? Et à quel point la répression a-t-elle été brutale jusqu'à présent, après maintenant plus d'une semaine de manifestations? Vous savez, comme vous l'avez probablement vu dans les actualités, plus de 25 personnes ont été tuées par le régime. Je pense que la répression s'est intensifiée au cours des 3 derniers jours, surtout hier après le discours de Skamini. C'est sa méthode. Pendant les premiers jours de la manifestation, il se cache, il ne se montre pas devant la caméra, puis il arrive. Il accuse l'Occident, il accuse Israël, il accuse les États-Unis et traite tout le monde d'ennemi, puis il appelle à une répression. Et la République islamique n'a aucune solution pour résoudre ces problèmes, aucune. Et quand on voit un régime comme la République islamique qui n'a plus d'option, il retombe toujours sur la répression. Et c'est ce que nous voyons en ce moment. J'insiste toujours sur le fait que ce régime n'a aucune solution pour résoudre les problèmes du peuple. Cela signifie que les protestations vont se reproduire encore et encore. Soit le peuple va gagner, soit le régime va encore une fois opprimer le peuple. Les protestations vont persister car le régime n'a pas de solution. C'est quelque chose que je souligne toujours parce que c'est important pour les décideurs en Occident et pour ceux qui observent la situation en Iran. Les protestations vont se reproduire même si elles s'estompent cette fois-ci, maintenant. Navid Moabi, c'est peut-être personnel, mais vous êtes vous-même une dissidente et ancienne prisonnière politique persécutée par ce régime. Pouvez-vous expliquer un peu à nos téléspectateurs ce que fait la République islamique aux dissidentes, à certaines de ces manifestantes? Quand elles sont arrêtées, je veux dire, à quoi sont-elles confrontées? Vous savez, j'ai moi-même été arrêté 2 fois dans la rue et une fois chez moi et pour être honnête, à cause de cette expérience, regarder ces vidéos est profondément traumatisant pour moi et je pense que c'est pareil pour tous ceux qui me connaissent et qui suivent mes publications sur les réseaux sociaux. Je suis analyste, mais je deviens émotif et parfois même je me sens désespéré. Vous savez, quand on est arrêté dans la rue en Iran, toute votre vie et celle de votre famille peuvent changer en un instant. Il y a un risque réel d'être battu, torturé, de perdre son emploi, d'être expulsé d'une école ou de son lieu de travail. Nous voyons déjà les forces de sécurité battre brutalement les gens. Vous regardez ces vidéos et même tirer sur les manifestants en public, ils tirent à nouveau dans les yeux des gens. Les manifestants sont rendus aveugles. On ne peut qu'imaginer ce qui se passe une fois que quelqu'un est placé en détention. Ce qu'ils font devant les caméras, devant le public, imaginez ce dont ils seraient capables à l'intérieur des prisons du régime. Et c'est pourquoi je pense que ce que font les manifestants est remarquable. C'est extraordinaire. Ils savent exactement à quoi ils sont confrontés et ils y vont quand même. Je ne sais pas si tu as suivi certaines des personnes qui ont été tuées. Elles ont publié quelque chose. Je traverse les rues, il se peut que je ne revienne pas. Priez pour moi. Nous devons reprendre l'Iran. Je pense que cela montre un courage remarquable de la part des manifestants iraniens. Que disent les manifestants aujourd'hui dans les rues? Quelles sont leurs revendications? Demandent-ils des réformes ou un changement de régime? Ou bien est-ce lié à des questions plus fondamentales comme la souveraineté ou l'identité nationale?
Et quel est le rôle du prince héritier Reza Pahlavi dans ces manifestations? On m'a posé ces questions au cours des 8 dernières années et quand les gens me demandent ce que veulent les manifestants, je dis toujours n'écoutez pas les soi-disant experts. À Washington, District de Columbia, écoutez les slogans. Le message est très clair, ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas répéter ces slogans. Je pense que tout le monde a vu cela, mais partout en Iran, les gens scandent un seul nom encore et encore. Ce n'est pas dans 2 vidéos, 4 vidéos, 10 vidéos. Partout en Iran, dans chaque province où il y a eu des manifestations, soit 25 provinces en Iran, nous avons actuellement 31 ou 32 provinces. Je crois que cela montre un consensus grandissant. Pour de nombreux Iraniens, le prince héritier incarne l'unité nationale et une alternative crédible. Et je pense qu'il y a une attente claire qu'il dirigera la période de transition une fois que ce régime sera parti. Maintenant, quel est le rôle d'Israël dans ces manifestations, s'il y en a un, et qu'est-ce que les gens sur le terrain veulent voir? Si jamais de la part d'Israël, Vous savez, beaucoup d'Iraniens aujourd'hui considèrent Israël comme un partenaire, comme leur meilleur ami, comme un ami proche. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que les Iraniens font sur Bibi Netanyahou, les chansons et tout le reste. C'est très drôle. Je pense que les Iraniens s'éloignent de plus en plus du passé et voient Israël de façon très positive. Ils considèrent Israël comme un partenaire. Et je dois être honnête, je pense qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, le lien émotionnel et la connexion entre les Iraniens et les Israéliens ont atteint un niveau sans précédent. Et c'est quelque chose que l'on peut clairement voir sur les réseaux sociaux, dans le discours public et dans la façon dont les gens en parlent. En Iran, Israël est, je pense, perçu comme un pays fort, capable et intelligent, un pays qui a une réelle capacité à aider. Vous-même, vous avez souligné, je crois, il y a 2 jours, ce que les Israéliens peuvent faire pour aider le peuple iranien. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne vais pas le répéter encore une fois et à mes amis iraniens. Alors que les responsables israéliens restent relativement discrets publiquement, je suis convaincu qu'il y a un travail sérieux qui se fait en coulisses. Nous sommes des citoyens ordinaires, nous n'avons pas à tout savoir. Ce n'est pas bon de parler de ces choses publiquement. Et je pense qu'au niveau supérieur, il y a une connexion, il y a une communication, il y a une coordination qui se passe. Et je pense que ce genre de partenariat croissant a suscité beaucoup d'attentes chez les Iraniens, alors que les Israéliens ne font rien. Mais je suis à 100% confiant qu'il y a du travail en cours. Il y a une coordination et une collaboration sérieuse en coulisses. Et à un moment donné, les choses, je pense, vont devenir plus publiques. Je pense qu'après le 7 octobre, la politique d'Israël a changé. Ils considèrent cette république d'été comme une menace existentielle, non seulement à cause de leur programme nucléaire, mais aussi de leur programme de maladies corporelles et de l'existence même de ce régime. Israël peut se permettre de combattre le régime iranien tous les 6 mois, tous les 4 mois. Parce qu'une fois que vous les frappez, ils sont capables de reconstruire leur programme nucléaire ou leur programme important. Je pense qu'Israël comprend que, vous savez, nous en avons fini avec ce régime et leur politique a publiquement changé après le 7 octobre. Le 7 octobre a été une horrible tragédie, mais je pense que cela a aussi éveillé beaucoup de gens sur la politique envers l'Iran et la vraie nature du régime iranien. Le Hamas n'aurait pas pu le faire tout seul sans l'aide de cette république d'été. 91. Le financement du Hamas provient en grande partie de la République du Sommet. Donc, je pense qu'Israël comprend maintenant très clairement la nature de ce régime. Et je pense que le changement de régime fait partie de leur politique officielle, même s'ils ne disent pas que cela fait partie de leur politique. eh bien, j'espère vraiment que vous avez raison, mais c'est peut-être mon propre parti pris. Je voulais vous demander, je sais que vous avez beaucoup travaillé avec Noufti. À quoi ressemble le plan de transition du prince héritier après la République islamique? Comment répond-il aux préoccupations occidentales sur l'instabilité après la chute du régime?
Nous savons que de nombreux responsables le sont. Ils évitent de soutenir un changement de régime, craignant un scénario comme en Irak ou en Afghanistan. En quoi le plan de transition du prince répond-il à ces préoccupations? Vous savez, il y a 2 mois, l'équipe du prince héritier dirigée par Saïd Wassim-Ajad, ils ont publié un document très long, 140 pages, sur ce qu'ils vont faire dès le premier jour. Quel est leur plan en termes de stabilité pour l'Iran après l'effondrement du régime? Combien d'élections allons-nous avoir pendant les 6 premiers mois après le renversement de la République islamique et le type de relation que l'équipe du prince héritier cherche à établir avec Israël et les États-Unis? Il n'y a que 2 pays pour lesquels j'ai participé à la rédaction de la section sur la politique étrangère. Ce document ne mentionne que 2 pays. Les Iraniens cherchent à établir une relation stratégique. Ce n'est pas seulement une relation de normalisation avec Israël, nous avons vu une certaine normalisation, mais ce n'est que sur le papier. Ce que le prince héritier envisage, c'est une relation stratégique avec Israël sur la sécurité, la coordination et le commerce. Donc le prince héritier ne compte pas seulement sur la défection. Comme vous l'avez probablement. D'après les infos, un programme de défection est en cours. Plus de 75 000 personnes issues des forces de sécurité ont rejoint ce programme de défection et coopèrent avec la couronne. C'est un plan secret, mais je suis sûr que le prince héritier informe certainement ses amis et partenaires internationaux de ce qui se passe. Ce n'est pas rendu public, typiquement iranien. Je pense que la vision qu'a le prince héritier, c'est que nous allons compter sur cette défection, sur notre peuple et sur le plan que nous avons. Et plus de 100 experts travaillent sur ces documents, ainsi que nos partenaires internationaux comme Israël. Je pense que tout le monde peut voir dans les actualités à quel point le prince héritier est proche et digne de confiance aux yeux du gouvernement israélien. Il y a une collaboration étroite en cours, mais bien sûr, nous n'avons pas besoin de tout voir dans les actualités. Et je pense que lorsque vous mettez ces différents facteurs côte à côte, vous pouvez imaginer à quoi ressemblera une république post-islamique. Je pense que je suis très partial. J'aime le prince héritier, mais je suis aussi analyste. Je suis brutalement honnête. Quand j'analyse, j'ai 2 personnages, un analyste et un défenseur. Donc, je dis cela en tant que défenseur. Le prince héritier est la personnalité la plus populaire en Iran. Mais vous pouvez imaginer qu'au cours des 12 dernières années où j'ai vécu aux États-Unis, comme en Washington, district de Columbia, voient les parents du prince héritier, ces soi-disant experts, parce qu'il y a eu d'énormes campagnes coordonnées qui affirment qu'il est sans importance, qu'il n'a aucun plan, que personne ne l'aime en Iran. Il est en exil depuis 47 ans, vous savez, mais écoutez les gens, écoutez ce qu'ils disent, même parfois nos amis et alliés les plus proches. Ils avaient des doutes sur le prince Gru parce que tous ces soi-disant experts, les mêmes personnes qui, par exemple, ont conseillé au président Obama en 2009 de rester silencieux, de ne pas les soutenir. Les mêmes soi-disant experts disaient « Oh, cet homme est sans importance, il n'a aucun soutien. » Je pense que cela a été très frustrant et j'espère que ce que nous voyons actuellement en Iran, les manifestations, montrent clairement qui a le dessus à l'intérieur du pays. Et pour les Israéliens et les Américains aussi, je dirais ceci, et je leur disais parce que certains d'entre eux doutaient du prince héritier, surtout de sa popularité. J'ai dit, même si vous pensez qu'il n'a pas la majorité du soutien à l'intérieur de l'Iran, il est dans votre intérêt national de le soutenir, surtout pour les Israéliens. Après le 7 octobre, vous pouviez voir des Iraniens partout dans le monde défiler aux côtés des Israéliens. J'ai vu l'épouse du prince héritier participer à une grande manifestation organisée par des groupes pro-israéliens et juifs aux États-Unis après le 7 octobre. Elle a manifesté là-bas, j'étais avec elle. Nous ne sommes que quelques-uns, mais ils portent des caméras là-bas.
Donc, l'amitié de Pahabis avec l'État d'Israël et le peuple juif, ils ne font pas cela devant la caméra pour obtenir votre soutien. J'étais avec eux et tout le monde les a vus, même quand il n'y avait pas de caméra. Sa femme a activement participé à ces marches. Je pense que cela montre le niveau d'amitié et d'amour qu'ils ont pour l'État d'Israël. Et je n'ai pas besoin de parler des Juifs iraniens, eux aussi aiment Israël et les États-Unis. Je pense que les partisans de Pahlavi sont le segment le plus pro-occidental de la société iranienne. Et Israël ne va pas dépenser autant de ressources pour l'Iran si ce régime s'effondre et que nous en avons un autre groupe qui sont anti-Israël ou anti-Occident. Mais n'oublions pas que ce prince héritier d'Iran reconnaît que tout le monde ne le soutient pas. Il reconnaît que la société iranienne est diverse. Si vous regardez son plan, en particulier ce document de 140 pages, il dit que dans les 3 premiers mois après la République islamique, il y aura des élections. Les gens pourront choisir la forme du gouvernement et les gens pourront choisir la future forme de gouvernement en ce qui concerne le fait de savoir si nous aurons un système parlementaire ou d'autres systèmes. Chaque groupe, chaque segment de la société iranienne aurait la possibilité d'être élu pour demander aux gens de voter pour eux. Ce n'est pas parce que vous êtes une minorité que vous n'avez aucun moyen de participer au processus électoral. Regardez Israël, vous savez, nous avons 2 grands groupes. Nous avons, vous savez, par exemple, vous le savez mieux que moi, mais il y a des groupes plus petits en Israël. Ils peuvent participer librement aux élections, mais nul ne peut l'affirmer. Eh bien, vous savez, ces groupes dominants en Israël sont des dictateurs parce qu'ils ne nous permettent pas de prendre le pouvoir. Un groupe qui a le dessus prend le pouvoir. Donc, ce n'est pas parce que vous n'allez pas être le prochain dirigeant de l'Iran qu'il se passe forcément des choses mauvaises, ou le prince héritier, le leadership n'est pas démocratique ou quelque chose comme ça. C'est juste la norme en politique. Un groupe qui a l'avantage, vous savez, prend le pouvoir en Iran, mais cela ne veut pas dire que d'autres segments de la société iranienne vont être exclus. Donc, c'est un point très important, même si vous n'aimez pas le prince héritier, mais vous pouvez quand même soutenir ce mouvement parce que vous ou votre groupe, vous allez avoir la chance de participer au processus électoral. Dans l'avenir de l'Iran, Je pense qu'il est aussi important que l'Occident comprenne cela, parce que c'est tout à fait en accord avec les valeurs démocratiques. Je veux dire, quoi que le peuple iranien décide finalement, je pense qu'il manque vraiment quelque chose dans beaucoup de conversations. c'est à eux de décider. Exactement. Pour finir, j'aimerais vous demander, selon vous, qu'est-ce qui déterminera si ce soulèvement réussit ou échoue? Et à quel moment le monde devrait-il en juger? Et c'est le véritable tournant pour l'Iran? Je pense que tout revient à une seule question. Comment pouvons-nous désactiver la machine à tuer de la République islamique et de ses forces de sécurité, ainsi que leur capacité à écraser les manifestations? Je ne dis pas ce genre de choses quand je parle en persan aux Iraniens, mais comme analyste, pas comme militant. Après les manifestations de 2019 en Iran, je suis arrivé à cette conclusion. Les manifestations seules ne renverseront pas la République islamique. Parce que la nature de ce régime est très similaire à celle de Muammar Kadhafi en Libye ou de Bachar el-Assad. Ils ne sont pas comme Moubarak, ils ne sont pas Ben Ali de Tunisie. Donc, je pense que le changement de régime en Iran sera hybride. Il impliquera le peuple iranien. Ils doivent prendre les choses en main, ils doivent prendre l'initiative. Ils ne devraient pas s'attendre à ce que d'autres fassent le travail à leur place. Donc, ils doivent être impliqués. La pression extérieure, mais similaire à ce que nous avons vu lors du premier tour d'Israël et République islamique, une guerre menée sur Twitter. Cela doit être un autre facteur. Et le troisième facteur concerne un très petit groupe semi-armé. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux. Cela peut être efficace pour prendre le contrôle de certains lieux,
institutions à l'intérieur de l'Iran, ces trois facteurs, et je pense que tout le monde le sait. Je pense que même beaucoup d'Iraniens comprennent que les manifestations seules ne peuvent pas renverser le régime, mais les Iraniens doivent être impliqués. Les Iraniens doivent agir et prendre les choses en main s'ils ne manifestent pas. Je pense que les Israéliens diraient, nous pouvons tout faire pour vous, nous pouvons vous soutenir, mais au final, c'est votre combat. Donc, je pense que les Israéliens et les Américains, ils veulent voir une sorte de leadership venant de l'intérieur de l'Iran en termes de personnes qui descendent dans la rue et manifestent. Mais je pense qu'ils comprennent aussi qu'il doit y avoir d'autres facteurs impliqués également. Très bien. Eh bien, espérons que c'est exactement ce que nous verrons de la part des États-Unis et d'Israël également. S'ils n'aident pas déjà un peu ici et là, espérons qu'ils le feront. Je pense qu'ils y réfléchissent. Ils y pensent sûrement. Oui, nous verrons. Mais nous allons nous arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Navid Mohibi, de nous avoir rejoints sur Access of Truth. Merci de m'avoir invité. Je veux maintenant me concentrer sur cette question avec l'Iran, parce que nous sommes à un moment crucial en ce moment où le régime lui-même a le potentiel de s'effondrer dans les prochaines semaines. Donc, j'ai une autre invitée pour nous donner un peu plus d'éclaircissement sur le rôle de l'Occident et sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'Iran. Jonathan Saweh, lui-même iranien ayant grandi dans la communauté juive iranienne à Téhéran, possède à la fois une expérience personnelle et professionnelle avec ce régime. Il est analyste sur l'Iran à la Fondation pour la défense des démocraties à Washington, district de Columbia spécialisé sur les affaires intérieures iraniennes et l'influence malveillante de la République islamique dans la région. Né et élevé dans la communauté juive de Téhéran, Jonathan Saweh a également participé aux manifestations de 2009 contre le régime avant de s'installer aux États-Unis. Jonathan Saweh, merci beaucoup de nous rejoindre sur Access of Truth. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je sais que je voulais vous inviter depuis un moment, donc c'est vraiment formidable de vous avoir ici. Je voudrais commencer par vous demander, comment les minorités religieuses d'Iran vivent-elles ce soulèvement? Est-ce qu'elles le vivent différemment par rapport à certaines des autres grandes villes que nous voyons? Et y a-t-il un centre de répression spécifique qui cible l'un de ces groupes en particulier, ou est-ce que cela s'applique plus largement à tout le monde? Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, Finalement, la seule politique non discriminatoire de la République islamique semble être la persécution de tous les Iraniens, comme nous l'avons constaté. Mais lorsque nous parlons des minorités religieuses, il y a eu une légère augmentation par rapport au passé de l'appareil répressif du régime. Le ciblage des juifs, chrétiens ou bahaïs a débuté après la guerre de 12 jours, offrant à la République islamique une nouvelle justification pour viser ces minorités. Avec l'étiquette la plus longue jamais entendue, à savoir qu'ils agiraient peut-être au nom de l'entité sioniste, entre guillemets, ou qu'ils sont des espions simplement parce qu'ils ont des proches à l'étranger. Mais quand on regarde les manifestations en suivant vraiment l'Iran dans son ensemble, on observe différentes provinces. C'est similaire pour les femmes. Vie, liberté en 2022, manifestations partout, grandes et petites villes, même zones rurales. Et bien sûr, il y a une tendance majeure en ce qui concerne spécifiquement les sentiments pro-monarchie et nationalistes parmi tous les Iraniens. alors, quel est le sentiment que nous avons vu jusqu'à présent dans ces manifestations? C'est différent d'avant. Je veux dire, tu as mentionné qu'il y a beaucoup plus d'appels monarchistes ou de slogans à travers différentes provinces. Est-ce que c'est significatif? Et si oui, pourquoi? Oui, surtout parce que la critique principale des mouvements civiques en Iran était leur manque d'organisation, c'est-à-dire l'absence de leader pour l'ensemble du mouvement. Mais aujourd'hui, regarde les slogans sur le terrain, surtout dans les systèmes autoritaires. Nous devons prêter attention à la rue, car les sondages sont souvent peu fiables et la répression médiatique du régime empêche l'expression réelle des sentiments. Donc, quand on regarde la rue et qu'on voit que de plus en plus, surtout les jeunes, donc on parle de la génération Z et des jeunes milléniaux, appellent le Shah. Au début, ces dernières années, on disait que c'était surtout de la nostalgie, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. En réalité, ils soutiennent Reza Pahlavi, le prince héritier, et demandent son retour. Donc c'est important parce que l'organisation du mouvement de protestation n'est plus sans leader et il y a une alternative très claire à la République islamique. Eh bien, cela soulève justement un point très intéressant dont je voulais te parler un peu plus. Et c'est, quel est le rôle de l'Occident? Ou y en a-t-il un dans cette situation? Les gouvernements occidentaux affirment souvent soutenir le peuple iranien, comme l'a montré le président Trump.
Mais les paroles n'ont pas vraiment ralenti la répression que nous voyons jusqu'à présent, la violence du régime. Quelles actions concrètes, s'il y en a, pourraient réellement aider les manifestants sur le terrain venant de l'Occident? En ce moment, Il y a quelques mesures qui pourraient être prises. L'un des piliers de cela doit être à long terme, doit être systémique. C'est permettre aux manifestants iraniens d'avoir accès les uns aux autres et au monde extérieur. Et cela ne peut se faire que même plus seulement avec des VPN. Nous avons besoin de Starlink car lors de manifestations, l'Internet peut être totalement coupé, comme en 2019. Donc forcément, les VPN ne remplissent pas vraiment les critères pour soutenir les manifestations. Nous avons besoin d'accès satellite et bien que Starlink se développe dans le pays, il en faut davantage. Parlons maintenant des actions à mener. Je pense que la menace du président Trump vise ce que vous venez de dire. Si vous continuez la répression, il y aura des conséquences. Nous n'avons pas vu, je pense, une menace aussi claire contre l'appareil de répression du régime. Nous avons constaté leur agressivité et vu la rhétorique de Téhéran, ils ont vraiment peur. Je pense donc que Trump est le seul président que la République islamique craint vraiment. Ces dernières années, il n'avait pas les mêmes inquiétudes avec Biden ou Obama quand il s'agissait de vraiment soutenir les manifestants iraniens. Mais quand on parle de la diplomatie publique de cette administration, il est très important que les médias en langue persane couvrent vraiment ce qui se passe sur le terrain. Nous ne demandons pas forcément un soutien, mais la diplomatie publique américaine doit refléter la large gamme d'opinions présentes sur le terrain. Et il se tourne de plus en plus vers une monarchie, et nous n'avons pas vu cela reflété par les médias en langue persane. Spécifiquement, je parle de Voice of America et de l'USABFRC, l'un étant géré par le département d'État, donc ces deux éléments sont essentiels. Mais disons qu'il y aurait une nouvelle confrontation entre la République islamique et Israël. Nous souhaitons surtout le feu vert de Washington, voire son soutien, pour qu'Israël cible l'appareil de répression du régime, en visant des sites Basij et des bases du corps des gardiens de la Révolution dans tout le pays. Nous avons vu qu'à la fin de la guerre, ils ont ciblé les différents commandements qui réprimaient vraiment les manifestations à Téhéran. Il faudrait donc davantage de cela et un feu vert de Washington pour viser aussi les responsables intermédiaires impliqués dans la répression, pas seulement les hauts responsables. Cela aiderait les mouvements civiques iraniens à se développer. maintenant, Jonathan Sawai, je voudrais vous pousser un peu plus sur cette question parce que je me demande ce que vous diriez ou ce que vous suggéreriez. Vous avez mentionné Israël. Pour l'Europe, les États démocratiques occidentaux, hors États-Unis et Israël, peuvent-ils faire davantage que l'Union européenne pour renforcer le pouvoir du peuple iranien? En ce moment, je sais que nous avons déjà des sanctions en place. Certaines sont appliquées, d'autres pas vraiment. Y a-t-il plus à faire du côté européen? Bien sûr, quand on parle de sanctions, évidemment, Washington peut aussi mettre en place des sanctions liées aux droits de l'homme. Nous n'avons pas vu cette administration appliquer beaucoup de sanctions pour les droits de l'homme au cours de l'année écoulée. C'est pareil pour l'Europe, malgré plus de sanctions. Comme vous l'avez dit, il faut les appliquer. Par exemple, lors des précédentes vagues de protestations, différentes armes utilisées par l'appareil répressif venaient d'Europe, dont certaines d'Italie. Il faut renforcer la surveillance de ces entreprises pour empêcher la République islamique d'obtenir des armes occidentales utilisées contre les manifestations iraniennes. C'est essentiel et cela doit s'accompagner d'une diplomatie publique efficace. Il faut écouter les Iraniens sur leur choix de leader. Jonathan Sawai, quelles erreurs l'Occident a-t-il faites sur ce sujet? Quelles erreurs ont-ils commises en dialoguant avec la République islamique, notamment lors des précédentes vagues de protestations? Et que pensez-vous qu'on pourrait faire différemment cette fois-ci afin d'éviter ce que le peuple iranien considère largement comme une trahison de ce que nous prétendons être les valeurs occidentales? Le premier exemple date de 2009 quand le président Obama a reconnu sa réticence à soutenir publiquement ou en privé les mouvements civiques en Iran. Durant la vague de protestation de 2009, c'est à Téhéran que l'activité était principalement concentrée. Mais ce que nous pouvons faire différemment, comme l'a suggéré le président Trump, c'est que oui, nous pouvons soutenir publiquement ces mouvements. Nous pouvons offrir au peuple iranien la liberté d'expression et de rassemblement, que ce soit par la rhétorique, ou par des VPN, ou différents moyens d'outils de contournement d'Internet. Donc, les possibilités existent vraiment quand on parle de l'Europe. Ils n'ont pas réussi à identifier ou à requalifier le corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, donc le Royaume-Uni est resté réticent. Souvent, la rhétorique européenne évite ce sujet, craignant des représailles de la République islamique si le corps des gardiens de la révolution islamique est qualifié de groupe terroriste.
L'Amérique a montré que même sous pression, la République islamique hésite à faire la guerre totale contre l'Amérique ou l'Europe. Donc à cause de cela, nous avons vu comment l'Iran réagit, que ce soit lorsque l'Amérique a désigné le corps des gardiens de la révolution islamique comme groupe terroriste ou lors de l'assassinat de Soleimani. Bien sûr, la République islamique a répondu et s'est vengée, mais cela a toujours été mesuré. Cela n'est en fait jamais allé jusqu'à prendre des vies américaines. Les Européens doivent savoir qu'en prenant une position ferme contre la République islamique, le régime ne pourrait pas riposter aussi agressivement, surtout envers eux. Vu l'ampleur du réseau terroriste de la République islamique sur le continent, qui exploite groupes terroristes et gangs locaux, il est donc dans leur intérêt national de désigner le corps des gardiens de la révolution islamique menace commune pour Iraniens et Européens. Maintenant, juste comme dernière question, je voudrais vous demander, nous avons vu ce qui s'est passé avec le Venezuela et l'administration américaine arrêtant Maduro. Je pense que cela a donné à beaucoup d'Iraniens sur le terrain, du moins à ceux à qui j'ai parlé, un certain degré d'espoir. Ou c'est ce qu'ils aimeraient me voir, vous savez, ou pire, pour leurs dirigeants, des dirigeants criminels, je devrais dire. Je souhaite quand même vous demander, vous êtes à Washington, vous travaillez avec des responsables américains et les informez sur la situation en Iran. Pensez-vous qu'il y ait une opportunité ici pour un changement de régime? Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un évoquer ce sujet concernant le Venezuela, soulignant que changement de régime est sans doute un terme inapproprié. Il s'agit en fait d'une transition démocratique, ce qui vaut aussi pour l'Iran. Que les gens optent ou non pour la démocratie comme système de gouvernement, cela pourrait aussi être une monarchie. Il ne fait aucun doute que les Iraniens le veulent, comme l'ont montré de nombreuses vagues de protestations, ce sera leur choix. Y a-t-il suffisamment de soutien de la part de l'Occident pour un véritable changement de régime en Iran? Je dirais que la récente vague de protestations a vraiment changé la donne à Washington. Il y a eu un malentendu, ou plutôt une erreur de calcul de la part des dirigeants occidentaux dans leur ensemble, mais surtout à Washington après la guerre de juin. Ils s'attendaient à un rassemblement autour du drapeau, mais nous avons vu l'inverse jusqu'à présent. Pendant la guerre, les Iraniens saluaient les frappes israéliennes contre la répression. Quelques mois après, ils se sont soulevés, dénonçant le régime comme une théocratie totale et appelant à la mort d'Al-Khamenei. Donc nous n'avons pas vu cela, et je pense qu'en regardant la vague actuelle de protestations, cela a vraiment changé le calcul à Washington concernant à quoi ressemblerait, comme vous l'avez mentionné, une transition démocratique de régime. Pour l'Iran, un effondrement du régime est aussi possible, ce qui amène souvent à évoquer une intervention étrangère. Mais les dirigeants incompétents de la République islamique ont mené le pays au bord de l'effondrement par leur mauvaise gestion économique. Tout simplement. Et bien sûr, les facteurs environnementaux que, encore une fois, la République islamique n'a vraiment pas réussi à traiter. Donc, lorsque nous voyons les manifestations sur le terrain, il est très clair que la direction de ces protestations, bien sûr, grandement influencée par le prince héritier lui-même, a vraiment pu tirer parti de ce sentiment nationaliste. Mais lorsque nous regardons le Venezuela, nous n'avons pas vu l'opposition avoir une influence aussi forte dans la rue que ce que nous voyons avec l'Iran. Je pense que c'est un autre facteur qui pourrait pousser les dirigeants occidentaux à voir l'Iran différemment, car la dynamique existe. Le peuple demande un leader et la société iranienne est évidemment jeune. Elle est très éduquée, elle aspire vraiment à adopter des valeurs occidentales et à coopérer avec l'Occident. Ils veulent se distancer du régime actuel, donc tous les critères sont réunis. Il s'agit vraiment d'une simple impulsion de Washington et bien sûr, espérons-le, facilitée par Israël, pour que nous puissions, comme vous l'avez souligné, traverser cette transition démocratique, passer d'une théocratie à une forme de gouvernance démocratique et laïque. Très bien, nous allons en rester là. Je tiens à vous remercier énormément de nous avoir rejoints aujourd'hui. Jonathan Sawé, merci beaucoup d'être ici sur Axe de la Vérité. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour cette semaine sur Axe de la Vérité. On revient la semaine prochaine avec plus d'actualités sur l'Iran et d'autres pays. Espérons que d'ici là, le régime sera tombé. Nous aurons aussi des interviews et reportages en Israël. Je suis Émilie Schrader. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Émilie K. Schrader ou Émilie à Tel Aviv. Merci de regarder. Rendez-vous la semaine prochaine sur Axe de la Vérité.